Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition des Matins du Sénat. Aujourd'hui, nous vous proposons de suivre une table ronde organisée la semaine dernière sur la question de la génétique. En effet, la Commission des affaires sociales organise plusieurs débats dans le cadre de la révision des lois de bioéthique. Une révision qui doit intervenir dans les prochains mois. Et aujourd'hui, donc, la question cruciale de la génétique, un champ de recherche qui se développe de plus en plus et qui devient de plus en plus abordable financièrement. Avec quelques questions importantes, faut-il par exemple mieux encadrer les tests génétiques en accès libre? Faut-il élargir les diagnostics prénataux? Plusieurs spécialistes venus du milieu hospitalier et de la recherche étaient donc réunis au Sénat pour évoquer toutes ces questions. Direction la salle Médicis pour écouter cette table ronde sur la génétique. Mes chers collègues, je suis particulièrement heureux donc d'ouvrir ces rencontres bioéthiques aujourd'hui. Première d'une série que j'espère passionnante, et pour vous et pour moi. Et je voudrais ajouter auprès de nos invités d'abord que si ces rencontres peuvent avoir lieu, c'est grâce au Sénat. Et M. Carucci, qui était à l'époque ministre chargé des relations avec le Parlement, doit s'en souvenir, puisque le ministre de l'époque et la majorité de l'Assemblée nationale de l'époque ne voulaient pas qu'on revoie régulièrement les lois de bioéthique, et que c'était un amendement du Sénat que j'avais mis en place pour 5 ans, qui a été refusé parce que trop court. On l'a donc mis en place pour 7 ans. C'est un amendement de Marie-Thérèse Hermange qui fait que le renouvellement se fait donc tous les 5 ans. Donc si vous êtes là aujourd'hui, c'est grâce au Sénat. Et moi, je pense que dans le cadre de cette loi qu'on révisera très probablement dans les semaines à venir, dans les mois à venir, il faudra, en article dernier, remettre l'obligation d'un renouvellement, d'une revisite de la part des parlementaires dans 7 ans, ce qui me semble plus que nécessaire. Donc, en amont de l'examen formel d'un texte, j'ai souhaité que nous puissions, parallèlement au débat qui se déroule sous l'égide du Comité consultatif national d'éthique, dans le cadre des États généraux de la bioéthique, bénéficier de l'expertise de scientifiques, de l'expertise de praticiens de terrain sur les enjeux auxquels ils sont confrontés. J'ai voulu ces rencontres ouvertes, mesdames, messieurs, ouvertes à l'ensemble des sénateurs intéressés, au-delà des seuls membres de la Commission des affaires sociales, et je salue les collègues qui ont répondu à cette invitation. Ouvertes symboliquement, puisqu'elles sont diffusées sur le site internet du Sénat, ouvertes dans les discussions, en laissant une place au questionnement de nos collègues. Nous accueillons donc aujourd'hui, pour cette première séance, une séance consacrée à la génétique, avec le docteur Odile Cohen-Hagenauer, responsable de l'unité d'oncogénétique au GH Saint-Louis, Lariboisière, Fernand Vidal, le docteur Delphine Héron, responsable de l'unité fonctionnelle génétique médicale au centre de référence déficience intellectuelle à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, et le professeur Stanislas Lyonnais, PUPH, directeur général de l'Institut Imagine. Je leur cède la parole à chacun pour un exposé introductif d'une dizaine de minutes, avec notamment la question suivante. Doit-on aller, mais là c'est une question qui nous intéresse directement puisqu'on en discutera le 6 juin prochain, doit-on aller vers la possibilité d'examen génétique sur les personnes décédées à des fins diagnostiques en l'absence d'autorisation préalable de son vivant? Faut-il mieux encadrer les tests génétiques en accès libre? Faut-il faire évoluer le rôle des conseilleurs en génétique pour aller vers une délégation de tâches? Faut-il élargir les techniques de diagnostic anténataux? Nous passerons ensuite aux questions avec un impératif qui est de clore cette rencontre à 13h. Et je vous laisse immédiatement la parole. Qui prend la parole premier? Madame Cohen. Monsieur le sénateur, mesdames et messieurs les sénateurs, mesdames et messieurs, merci pour votre confiance. Pour rester dans le cadre de ce qu'a défini monsieur le sénateur Milon, j'ai souhaité vous donner une documentation et mettre à vos dispositions une documentation détaillée. Donc ces dossiers ont été confiés à Madame Geoffroy, ainsi qu'une présentation détaillée sur l'état de l'art actuel de l'exercice de l'oncogénétique, c'est-à-dire l'analyse de la possibilité de prédisposition au cancer, avec une facilité tout à fait particulière à développer des cancers d'origine héréditaire,
avec une particularité singulière qui est que le diagnostic s'impose bien souvent une vingtaine d'années avant le même diagnostic en population générale. Ce qui veut dire que les mesures de dépistage préconisées en population générale, par l'Institut national du cancer en particulier, ou bien la Haute Autorité de santé, ne sont pas applicables chez ces personnes. Alors, cette démarche d'oncogénétique, elle est très cadrée, bien sûr, par la loi de bioéthique. Pour nous, c'est quelque chose de quotidien. Les questionnements des patients sont quotidiens, justifiés. Et on peut la caractériser par une nécessité absolue de confidentialité des données qui nous sont rapportées, puisque en génétique, pour mes collègues, Dr Héron et Dr Lyonnais, comme pour moi-même, la confidentialité s'impose puisque nous recueillons des informations qui ne sont pas seulement individuelles, mais qui sont familiales. C'est-à-dire que nous disposons d'informations sur des générations qui se suivent les unes après les autres et celles à venir. Ceci nous contraint dans une discrétion indispensable, puisque de toute façon, selon les lois génétiques de Mendel, toutes les personnes ne seront pas affectées par une maladie génétique dans la descendance de ceux qui en portent une. Au niveau de l'oncogénétique, je voudrais insister sur quelques points et ensuite passer très rapidement à des questions. Au questionnement et contextualisé dans mon exercice quotidien, bien évidemment, pour que mes collègues aussi vous rapportent leur expérience. Donc, notre discipline est caractérisée par la prise en charge individuelle du haut risque de cancer, avec sa précocité de survenue, je l'ai déjà dit, et l'éventualité de localisation multiple, bilatérale, contralatérale, c'est lourd. Mais l'espoir est venu maintenant avec la recherche qui a apporté des possibilités de thérapie ciblée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous sommes rendus à des essais cliniques où il faut porter une mutation pour bénéficier du médicament le plus récent. Ceci nous amène bien sûr à considérer aussi dans notre activité quotidienne l'urgence, puisque lorsqu'une personne a une métastase et qu'elle est gravement malade ou qu'il est gravement malade, il faut pouvoir donner le médicament à temps pour être efficace. Donc l'urgence diagnostique s'est imposée dans l'oncogénétique pour le bénéfice thérapeutique du patient. Et ça, c'est une donnée tout à fait nouvelle qui nous donne de nouvelles exigences en termes de temporalité, j'y reviendrai. La dimension familiale, bien sûr, elle est énorme puisque l'arbre généalogique que l'on trace, c'est l'arbre de la famille entière. Et donc, nous avons des conséquences potentielles sur la prise en charge, sur le risque de la maladie chez les apparentés, et des mesures de dépistage précoce et de prise en charge ont été définies tant par l'Institut national du cancer que par la HAS, éléments qui figurent au dossier que j'ai communiqué. Dans ce contexte, l'importance de l'information que l'on délivre et du consentement éclairé sont saillantes. On reviendra tout à l'heure sur le questionnement quant à ce qu'est une information, quant à ce qu'est un consentement et comment on l'éclaire ou on ne l'éclaire pas, parce que nos connaissances sont aussi limitées. Donc la consultation génétique, dans un premier temps, elle vise bien sûr à informer le patient de l'ensemble de ces éléments, du risque de cancer et aussi aujourd'hui des tests génétiques qui sont préconisés, mais préconisés aujourd'hui en général, et je peux dire à 90 ou 95% sur la base d'une histoire familiale. On y reviendra. Ces examens, à l'aune des séquençages à haut débit et de l'évolution, et notamment si on fait référence au plan France Médecine Génomique, ce sont des panels multigènes et nous avons la possibilité d'analyser en même temps, d'un coup d'appareils de séquençage moderne, une multiplicité de gènes. Reste à interpréter ces résultats. Donc, lorsque nous prenons en charge une personne en oncogénétique, voici les questions que l'on se pose et que vous pourrez me poser et
auquel je ne répondrai pas maintenant par souci d'économie de temps. Mais pourquoi penser au caractère héréditaire du cancer? J'ai un petit peu abordé la précocité de survenue, le caractère familial, le fait qu'il y ait plusieurs localisations, un cancer bilatéral, des cancers dans plusieurs organes, sans qu'il s'agisse de métastases, mais qu'il s'agisse, comme on le dit nous, de cancers primitifs multiples. Comment la personne doit-elle être testée si on estime qu'il y a une enquête familiale et qu'il y a un risque de prédisposition héréditaire? Comment le test génétique doit-il être réalisé? Bien, c'est très simple, on peut le faire sur le sang. Notre patrimoine génétique, il résulte de la fusion du gamète de la mère, l'ovocyte, avec le gamète du père, le spermatozoïde. Et dès qu'il y a en fait fécondation, notre ADN unique, sanctuarisé pour un individu donné est déterminé. Et dans toutes les cellules de notre organisme, ça va être le cas. Nous faisons donc en cancérologie la distinction entre deux génétiques qui n'ont rien à voir. La génétique héréditaire constitutionnelle, qui est celle dont on hérite de nos parents, et puis celle qu'on va aller rechercher pour analyser les tumeurs. On parle alors de génétique moléculaire des tumeurs. Ça n'a rien à voir puisque, en gros, une tumeur au plan génétique, c'est un gros paquet d'anarchie qui n'a plus rien à voir avec ce qui nous constitue. Ce à quoi je fais allusion aujourd'hui, bien sûr, c'est la génétique constitutionnelle, c'est ce qu'on hérite de nos parents et ce qu'on transmet à nos enfants. Quelle prise en charge lorsqu'une mutation est mise en évidence? Eh bien, ça n'a rien à voir avec monsieur et madame tout le monde, tant et si bien que, au 1er septembre 2016, le ministère de la Santé a décidé de proposer une exonération du ticket modérateur, par exemple chez les femmes avec un cancer du sein ou à risque de cancer du sein, tandis qu'elles sont indemnes mais porteuses de mutations, pour prendre en charge à 100% leurs examens annuels de surveillance par imagerie, ainsi que préconisé par l'INCa et la HAS. Donc vous voyez que les conséquences sociales sont importantes, y compris financières. À partir de ce constat et de cette activité quotidienne, je voudrais dégager quelques éléments de réflexion pour un progrès et les contextualiser avec les progrès technologiques. Alors du point de vue du patient, je dois vous dire que pour moi, ce que je retiendrai de façon saillante, c'est la temporalité. C'est-à-dire que ce qui se fait dans la précipitation et ce qui se fait dans le temps d'écoute et le temps d'explication préalable à quelque chose qui est quand même très difficile, puisqu'on va vous dire que vos parents vous ont transmis des gènes qui font développer un cancer plus facilement et que peut-être vous allez aussi transmettre ça à vos enfants. Donc il faut se donner le temps. Et le temps psychique n'a rien à voir avec le temps intellectuel de la compréhension, dont ces éléments doivent être pris en compte lorsqu'on essaye de travailler avec nos patients. Donc, le patient cherche, il me dit, il faut bien m'expliquer. Je voudrais, si je dois signer un consentement, avoir réfléchi et puis vous dire si je suis d'accord. Mais moi, je viens parce que je pense à ma descendance et je ne voudrais pas que mes apparentés, eux aussi, aient un cancer, comme moi, diagnostiqué à 35-40 ans pendant une grossesse, ce qui est absolument odieux et qui, moi, à titre personnel, m'a déterminé dans cette carrière. Donc, une fois décidé, par contre, le patient veut qu'on lui réponde vite. Nous avons actuellement un dispositif d'accompagnement de l'oncogénétique en France qui fait qu'il n'y a pas de test génétique constitutionnel en oncogénétique qui soit réalisé dans le privé. Bien sûr, on peut y accéder sur Internet et je crois que mes collègues évoqueront ce point, donc je ne vais pas le faire. Mais en tout cas, en France, les tests sont pris en charge à 100%, mais par contre, les laboratoires accrédités, parfois, mettent beaucoup de temps à rendre les résultats, ce qui fait peser une incertitude et un temps d'attente sur les patients qui est quasi insupportable. Et aujourd'hui, il va falloir qu'on essaye de remédier à cela. L'effet Angelina Jolie a été quelque chose de massif, pas négligeable et pas condamnable, au contraire. Elle a permis à un nombre de patients extrêmement concernés par le problème de se débloquer, de prendre les choses en charge et d'avoir confiance, alors qu'il n'y avait pas de confiance avant. Donc c'est une réelle avancée. Par contre, que toutes les jeunes femmes nous demandent maintenant de leur enlever les 2 seins, c'est intolérable et il faut savoir raison garder et mettre des limites. Donc ça, c'est le point de vue du patient. Au point de vue du patient aussi, nous sommes confrontés quasiment chaque semaine aux parents décédés sans test,
soit qu'il n'a pas voulu le faire, soit qu'il n'a pas pu le faire. Le décès étant intervenu trop prématurément, et nous avons des personnes hospitalisées en accompagnement, auprès desquelles nous sommes appelés, et puis au dernier moment on n'arrive pas à faire le test, et notamment ils ne sont pas en capacité, ensuqués par le traitement, de signer un consentement éclairé. Pour autant, le risque de mutation génétique chez eux engage l'avenir de leurs parents, de leurs enfants, de leurs ayants droit. Donc, est-il concevable d'autoriser ce type de test? Est-il concevable que nous, équipe médicale, prenions un prélèvement et le conservions dans des conditions idoines pour pouvoir envisager que ce test un jour soit pratiqué à la demande des enfants? C'est un vrai questionnement et un élément important qui, pardon, parce que ce n'est pas une considération éthique, mais une considération économique. Si on doit faire le test génétique chez 5 enfants d'un père avec un cancer de prostate à forte probabilité de prédisposition héréditaire, ça fait 5 tests génétiques primitifs à environ 2 000 € chacun à réaliser. Si on l'a fait chez le père et qu'il est muté, alors on va pouvoir, de façon tout à fait ponctuelle, chercher cette carte d'identité génétique chez les enfants, et ça coûte 150 € par enfant. Donc cet élément socio-économique n'est pas à négliger. Je voudrais toucher encore deux sujets, le plus vite possible, à l'aune des tests génétiques génome entier, ce qu'on appelle l'exome, et pour faire référence au programme Médecine France Génomique, à visée de recherche, mais aussi à visée d'utilité clinique. Il me semble important de revisiter, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la notion de consentement éclairé. Quel consentement? Après quelle information? Va-t-on donner un blanc-seing sans savoir ce qui peut être trouvé en cherchant des mutations sur tous les gènes d'un individu? Éclairé de quoi? Moi, je sais que je ne sais pas. Je peux vous dire que je ne sais pas ce que je vais trouver. Donc si quelqu'un est analysé pour rechercher l'éventualité d'un diabète héréditaire et qu'on découvre un gène d'hérédité au cancer du côlon, que va-t-on dire? Est-ce qu'il faut l'avoir prévenu? Quand on va analyser tous les gènes de quelqu'un, il faut prévenir de 3000 maladies possibles sur lesquelles on va pouvoir pointer quelque chose. C'est un océan auquel il faut qu'on fasse face raisonnablement. Donc, quelle adhésion, quel consentement, éclairé de quoi, pour quel bénéfice attendu? Nous sommes là dans le cœur de sujets médicaux que mon collègue Arnold Munich ou que d'autres collègues éminents ont soulevés à juste titre. Donc, quelle prise en charge lorsqu'une mutation est mise en évidence sans histoire familiale préalable? Je vous dis jusqu'à maintenant que nous sommes devant en général une histoire familiale dans un contexte et qu'on fait des tests génétiques. Si l'on fait maintenant des tests génétiques à tout le monde, comme le préconise Marie-Claire King, et qu'on va trouver une mutation de prédisposition héréditaire au cancer alors qu'il n'y a pas d'histoire préalable dans la famille, comment faire? Comment guider la famille? Comment être utile sans faire de dégâts collatéraux? Pour exemple, et pour terminer, je voudrais vous dire que dans le cadre des tests multigènes qui sont actuellement disponibles, c'est-à-dire que nous les réalisons tous les jours au laboratoire, qu'il s'agisse par exemple de la prédisposition héréditaire au cancer du côlon ou bien de la prédisposition héréditaire au cancer du sein, nous avons, avec le groupe Génétique et Cancer, sur un groupe expert, pris une année d'expertise pour dégager ceux de ces gènes qui pourraient avoir un intérêt clinique, c'est-à-dire on fait un diagnostic, ça a un intérêt pour le patient et on va nous, médecins, délivrer des conseils médicaux, et puis ceux qui nous paraissent de l'ordre de la recherche et qui n'ont pas d'intérêt pratique immédiat. Idem, la deuxième partie, c'est le tube digestif. Nous allons faire la même chose pour le pancréas. Il faut 1 an d'expertise à chaque fois, à un panel d'experts français pour arriver à tirer le bon grain de livret. Je vous livre cette réflexion parce que c'est pas neutre pour penser à l'avenir. Enfin, pour parler de la valorisation et la formation des professionnels, devant la complexité des questions soulevées, les implications personnelles et familiales pour les personnes soumises aux tests constitutionnels, il faut une formation adaptée. Nous avons un déficit actuellement de professionnels. Donc il faut absolument songer à la formation de ceux-ci. C'est un sujet que nous avons
abordées avec l'ARS Île-de-France à son initiative il y a quelques mois, avec une réunion avec l'INCa et les centres experts, dont ma collègue Dominique Stoppa-Lyonnais, qui est éminente oncogénéticienne et que le professeur Stanislas Lyonnais connaît mieux que moi. Donc, elle est formidable. Bon, donc il faut une formation adaptée pour encourager les carrières, diversifier les acteurs. En ce qui concerne la situation plus particulière des conseillers en génétique, ils interviennent désormais systématiquement en amont et en aval des consultations. Ce sont des jeunes gens très motivés qui ont un niveau Bac+5, donc un niveau ingénieur, on va dire. Actuellement, leurs actes à l'hôpital ne sont pas codifiés. C'est pas possible. On ne peut pas continuer comme ça à faire travailler des gens dont l'activité n'apparaît nulle part. Et dans la tarification des consultations actuelles en oncogénétique, il y a une inadéquation complète entre le temps passé à la fois par le praticien médecin, mais aussi par ses collaborateurs, et il faut absolument y remédier. Et il faut aussi y remédier pour avoir une codification pour le conseiller en génétique, pour éviter aussi que cette consultation de conseiller en génétique ne soit assimilée à celle du médecin, qui est autre, différente, complémentaire. Voici les éléments que je voulais vous communiquer. Je vous remercie infiniment de votre attention. Merci Madame. Je passe la parole au docteur Héron. Merci. Merci Monsieur le Sénateur. Merci de votre confiance. Je ne reviendrai pas sur ce qui vient d'être dit, auquel j'adhère évidemment, en particulier ce qui concerne les conseillers en génétique, qui est un point effectivement très important. Comme vous le savez, les progrès concernant les connaissances du génome humain sont considérables, en parallèle avec les possibilités techniques d'y accéder et une diminution progressive des coûts. De ce fait, la génétique a envahi le champ de la médecine, mais également interroge la société tout entière. Et c'est pourquoi il me paraît important de distinguer deux situations. Une situation médicale dans laquelle la génétique va permettre de répondre à une demande individuelle ou familiale de diagnostic, ce qui vient de vous être expliqué pour l'oncogénétique, pour un patient et pour sa famille. Et ça concerne 3 types de diagnostics. Le diagnostic de la cause de la maladie, le diagnostic présymptomatique pour les personnes de la famille qui souhaitent savoir si elles risquent de développer un jour la maladie, et le diagnostic prénatal. Je vais y revenir. Mais le deuxième cas de figure, c'est l'utilisation des tests génétiques en population, qui est une vraie question aujourd'hui, soit pour convenance personnelle, avoir accès un peu mieux à sa santé, soit pour dépistage préconceptionnel, voire pour diagnostic prénatal pour un citoyen non malade. Alors, ce qu'il faut bien comprendre dans les enjeux d'aujourd'hui sur les techniques, l'évolution des techniques de génétique, c'est que ce n'est pas la détection des variants, ce n'est pas l'aspect technique qui pose problème. Les variants vont être détectés, mais c'est l'interprétation de leur signification biologique qui est délicate. Lorsqu'on fait un séquençage d'exome ou de génome, on va tomber sur environ 20 000 variants pour une personne. Et la question est de savoir quel est le variant responsable de la maladie. Et parmi les autres, certains seront de signification inconnue et d'autres ne seront que des facteurs de prédisposition. Le deuxième point qui me paraît important pour mieux comprendre, c'est que les moyens diagnostiques aujourd'hui sont actuellement très supérieurs aux possibilités thérapeutiques, ce qui rend parfois illusoire la prévention d'une prédisposition d'une maladie à révélation tardive. On peut citer par exemple la maladie d'Alzheimer ou l'hypertension artérielle ou le diabète, enfin des maladies communes. Alors, dans la première situation, qui est la situation médicale, les tests génétiques sont déjà bien encadrés, en particulier pour ce qui concerne donc tous les types de diagnostics. La différence, ce qui change aujourd'hui, par exemple pour le diagnostic de la cause d'une maladie, c'est que jusqu'à présent, lorsqu'on étudiait la cause génétique d'une maladie, on étudiait un seul gène. Maintenant, on va étudier des centaines, voire des milliers de gènes, et tous vont être lus en même temps. Et parmi ceux-là, il y aura peut-être celui qui est en rapport avec la maladie, mais également de nombreux gènes qui seront sans rapport avec la maladie. Ce qui repose la question de l'information et du recueil du consentement éclairé, le terme éclairé méritant d'être explicité puisque on peut éclairer de diverses façons.
L'énorme problème, je vous l'ai dit, c'est celui de l'interprétation des variants, pathogènes ou non. Et une deuxième question se pose pour le diagnostic d'une maladie. Lorsqu'on fait une analyse multigène ou une analyse par séquençage d'exome ou de génome, c'est la question d'aller rechercher d'autres anomalies génétiques qui ne sont sans rapport avec la maladie pour laquelle on demande l'examen. C'est ce qu'on appelle les données incidentales ou les données secondaires. Et j'y reviendrai si j'ai le temps. En ce qui concerne le diagnostic présymptomatique, c'est-à-dire le diagnostic d'une maladie connue dans une famille avant que la maladie ne survienne. C'est ce qui a été précisé pour l'oncogénétique, mais ça peut exister également pour des maladies pour lesquelles il n'y a pas de prévention possible. Par exemple, la maladie de Huntington. Le diagnostic présymptomatique dans ces familles est aujourd'hui bien encadré, mais on peut signaler quand même que le texte de loi est peu connu et donc peu respecté des non-généticiens, ce qui mériterait probablement d'être vu, en particulier pour la question du mineur. Mais en ce qui concerne le diagnostic présymptomatique, avec l'évolution des technologies, on va se retrouver dans une situation nouvelle liée à ces examens pangénomiques, c'est-à-dire le diagnostic présymptomatique ou prédictif d'une maladie qui n'est pas connue dans la famille. Et là, autant il est, je dirais pas facile, mais autant il est possible d'accompagner une personne qui connaît une maladie familiale pour l'aider à prendre la décision de faire ou de ne pas faire le test génétique, autant ça me paraît compliqué de demander à des personnes de se déterminer sur des maladies qu'ils ne connaissent pas. Enfin, en ce qui concerne le diagnostic prénatal, il est aujourd'hui très bien encadré par la loi, vous la connaissez, forte probabilité d'une affection d'une particulière gravité qui peut amener à une interruption médicale de grossesse. La question qui me paraît réellement préoccupante avec l'avènement des techniques de séquençage au débit, c'est que sera le devenir d'un fœtus pour lequel on aura fait une étude par séquençage au débit devant une malformation mineure ou en tout cas peu préoccupante et chez lequel on trouvera un variant incertain, impossible sur lequel il ne sera pas possible de conclure. Alors, on pourrait faire quelques propositions pour encadrer un petit peu ces situations de diagnostic, hein. En particulier qui prescrit. Ça pourrait être bien sûr toujours les généticiens ou les médecins spécialistes d'organes, mais le point capital, c'est que le médecin qui prescrit peut éclairer la personne, doit être capable de comprendre l'examen qu'il demande, capable de l'interpréter, capable d'expliquer le résultat au patient. C'est-à-dire forcément travaillant en étroite collaboration avec une équipe de génétique. Et aujourd'hui, dans les centres de génétique, lorsqu'on fait ces examens par séquençage au débit, les résultats sont tous analysés en réunion de concertation pluridisciplinaire dans des équipes pluridisciplinaires d'interprétation avec des cliniciens qui connaissent le patient, avec des biologistes et avec des bioinformaticiens, puisque la question est également à la bioinformatique. Je pense que je n'ai pas le temps d'aborder la question de les questions qui se posent sur les données secondaires ou incidentales, mais on peut simplement se demander, outre la valeur prédictive du variant, afin de ne pas donner des fausses prédictions, et son pouvoir de prédiction à l'échelle individuelle, on peut se poser la question de recherche de ces prédispositions, en particulier chez l'enfant, du retentissement psychologique, de comment vais-je vivre avec ce risque de développer une maladie que je ne connais pas, la distinction entre malade en devenir et réellement malade, sur des patients qui sont déjà vulnérables de par leur maladie. Voilà, on peut aussi se poser des questions économiques, parce que pendant qu'on va chercher ces données secondaires, on fait attendre des personnes qui attendent leur diagnostic primaire, et tout cela a un coût. De ce côté-là, on n'a probablement pas assez de recul, et il faudra certainement faire des études un petit peu plus poussées, qui sont d'ailleurs en cours, pour voir quelles peuvent être les conséquences de ce type d'examen.
La deuxième situation, et je vais aller vite, c'est l'utilisation des tests génétiques en population, à la fois à titre individuel, mais également à titre collectif pour une population non malade. Alors, pour un individu donné, la connaissance du patrimoine génétique peut être perçue comme donnant une meilleure connaissance de sa santé, des maladies à venir et de pouvoir s'en protéger. Elle peut également donner l'impression d'accroître son autonomie sur sa santé. Et finalement, certaines personnes ont envie de tout savoir sur leur santé pour prévoir et maîtriser. Et puis, quand l'information arrive, elles ne savent plus quoi en faire parce que l'information arrive de manière brute avec un pouvoir prédictif et des capacités de prévention qui sont extrêmement limitées. Et donc, on se retrouve dans la situation de à la fois respecter l'autonomie de la personne, mais également la protéger contre ce qu'elle ne saura pas probablement interpréter. Et je crois qu'on a un rôle à jouer dans la formation et l'information de nos concitoyens sur la génétique d'une façon générale, car les connaissances que les personnes ont de la génétique sont encore une fois un peu illusoires et lui donnent probablement un pouvoir qu'elle n'a pas. Mais cela pose bien sûr la question de l'accompagnement de ces personnes. En ce qui concerne le dépistage préconceptionnel pour des maladies potentiellement transmissibles, qu'elles soient récessives ou liées au chromosome X, la finalité aujourd'hui, dans la grande majorité des cas, la finalité de ce type de dépistage pourrait être le conseil génétique, c'est-à-dire pouvoir dire à un couple ou à une personne si elle a un risque de transmettre une maladie grave. Donc aboutir à un diagnostic prénatal, puisque dans la grande majorité des cas, il n'y a pas de traitement possible de ces affections graves. Alors, moi, j'attire simplement l'attention sur le risque de considérer que ces maladies n'ont plus lieu d'être puisque dépistables et de ne pas envisager ce type de test aux dépens de la recherche pour le traitement de ces maladies et de l'accueil de ces personnes dans la société. On se heurtera également au problème de l'interprétation des variants et de leurs valeurs prédictives et à la question de l'âge du dépistage. Enfin, en ce qui concerne en période prénatale, le diagnostic prénatal pour convenance personnelle, même si aujourd'hui c'est probablement pas d'actualité, on peut imaginer que par des techniques de plus en plus performantes et non invasives sur sang maternel, il y ait la tentation de rechercher chez les embryons une anomalie ou un risque de maladie même tardif, voire un facteur de prédisposition. Et on peut s'interroger également sur les intérêts financiers en face de cette manne des 800 000 grossesses annuelles. En conclusion, je dirais que pour ma part, je pense que les examens génétiques doivent répondre à une demande individuelle accompagnée de bout en bout, que le prescripteur doit être capable d'expliquer les examens proposés et de rendre les résultats, et pour cela faire partie d'une équipe pluridisciplinaire, car l'interprétation du génome humain est éminemment complexe, que le consentement doit être éclairé, ce qui nous donne un devoir de formation et d'information adapté à l'ensemble de la société, permettant une réflexion collective appropriée sur ces sujets complexes, que le droit de ne pas savoir doit être respecté. La question du droit de ne pas faire savoir est plus compliquée, qu'il existe des sujets éminemment discutables sans consensus, comme la recherche des données secondaires ou le dépistage en population, et qu'il est peut-être nécessaire de ne pas légiférer avant des évaluations à plus grande échelle dans le cadre de la recherche. Et enfin, qu'aucun de ces tests ne devrait être fait au détriment de l'accueil des personnes atteintes de maladies génétiques et de la recherche pour le traitement de ces maladies. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Stoppa. Lyonnais. Oh, pardon. Merci, Monsieur le Président. C'est Dominique qui me perturbe. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Mesdames, Messieurs, merci infiniment de votre invitation. Je vais essayer de faire court, et je suis en ligne avec ce qu'ont dit mes collègues. Mais je trouve que le droit a une valeur réglementaire. Il a été question d'encadrement à plusieurs reprises. Il a aussi une valeur très symbolique, et que je pense que vos auditions ont cette valeur pour nous autres généticiens, mais aussi concitoyens, de s'emparer d'une question pour laquelle je voudrais essayer d'appuyer sur, peut-être non pas en ayant l'arrogance de faire la synthèse, mais de dire qu'il y a un modèle français de la pratique de la génétique et qu'il est aujourd'hui en tension.
La tension se ressent dans le paradoxe suivant. Cette valeur symbolique de la génétique de tout un chacun, le cœur c'est du côté de mon père, le cancer c'est du côté de ma mère, et je ressemble à qui, etc., est instinctive, innée, et on est fait comme ça, et la génétique est donc séculaire, on l'en faisait, comme M. Jourdain, avant même de connaître l'ADN ou les lois de Mendel. Et on continue à le faire comme ça, et la pratique clinique nous le dit. Elle nous le dit. Je vous l'avais bien dit, docteur, c'était du côté de ma mère. Cette valeur est très très forte. Elle s'exerce aussi, donc elle s'exerce dans les racines, dans le passé. Elle s'exerce sur le regard qu'on peut avoir sur les origines, partagées ou différentes. Il y a aussi un grand fantasme autour de la manipulation de la génétique. C'est pas du tout le sujet du jour, mais si on peut couper, bricoler l'ADN, les perspectives thérapeutiques sont là. Elles le sont. Elles sont là, mais elles ont un impact aussi en termes de conduite. Et puis, et c'est peut-être la dimension qui a été la plus évoquée, celle du jour dans la génétique, qui se tourne au contraire vers l'avenir, vers des êtres en devenir, parfois des familles complètes qui ne sont pas encore là, en disant mais qu'est-ce qui va advenir et de moi et de mes enfants. Donc cette notion de prédiction est aussi très forte. Donc il y a une grande valeur symbolique, premier élément non pas de la tragédie, mais enfin de la scène. Deuxièmement, il y a un élan vers une génétique extrêmement enthousiaste et incontestable de production de la séquence. C'est devenu facile, et il est vrai que c'est facile. C'est devenu pas cher, et il est vrai que c'est pas cher. Et d'ailleurs, ça peut s'exporter très bien sur un petit frottis buccal par la poste, d'avoir des séquences d'ADN en masse. La question n'est plus tellement l'obtention des données. La question, c'est comment transformer ces données en informations. Et Delphine Héron a très bien insisté sur le fait que l'accumulation des données, et c'est ça un des éléments du paradoxe de la scène de génétique aujourd'hui, c'est que l'accumulation des données ne résout pas forcément les problèmes. Et il y a quelque chose de difficile à expliquer à nos familles et nos patients, c'est que plus on séquence d'ADN, plus c'est difficile à interpréter. Et il faut vraiment s'en imprégner de ce concept-là. Face à ça, le troisième élément larron de la scène, c'est la vérité, c'est la réalité du terrain de la génétique, c'est la variabilité entre les individus. Il en a été question, 20 000 variants. Alors, le mot variant est intéressant, ça veut dire au fond qu'on ne sait pas. Ça veut dire que c'est une différence par rapport à la séquence de génome de référence. La séquence de référence, c'est un génome parfait? Pas du tout, c'est la moyenne de tout le monde. Donc c'est une donnée qui n'a au fond pas de valeur biologique. Mes collègues le disaient, ça n'a pas de valeur fonctionnelle. Ça ne prouve pas que ce n'est pas un élément de preuve, c'est un élément d'indication. Donc le mot variant veut dire qu'il y a une incertitude sur cette collection de différences que nous observons entre nous les uns les autres et par rapport à la séquence de référence. Et la qualification de cette variant est devenue quelque chose d'extrêmement difficile. Et on conçoit bien les choses. On étudie un gène dit candidat dans une famille de cancer, dans une famille de déficience intellectuelle, parce qu'on pense que c'est ça. On maîtrise ce gène, on le connaît, on en a l'expérience, on sait l'analyser. Mais si pour des raisons techniques, économiques et peut-être de progrès scientifique, c'est incontestable, on dit mais je ne vais pas le faire tout seul, je vais faire avec 250 compères qui donnent le même signe. On a raison de le faire. Voire avec l'ensemble des gènes, tout l'exome, on a raison de le faire. Mais là, l'interprétation devient très difficile parce qu'on n'a plus les données sur un gène, mais sur 20 000 ou sur 250. Donc cette complexité et cette incertitude que nous avons, j'aimerais vous en persuader, c'est le quotidien de la génétique. Le généticien, ce n'est pas une fille ou un type arrogant qui dit « j'ai fait le test, c'est bon ». C'est le type qui est en staff en permanence avec le biologiste, le bioinformaticien, le clinicien expert du domaine et qui dit « j'ai trouvé 3 variants ». Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et il y en a un, on l'appelle de variant de signification inconnue. Pour reprendre ce que disait Odile, aujourd'hui, une proportion très importante des mastectomies bilatérales qui se font aux États-Unis, et mastectomie bilatérale, on parle quand même de couper les seins des femmes, c'est très lourd, se font sur des variants de signification inconnue. Alors, est-ce que c'est la position du droit américain qui prend la précaution de dire « je préfère être attaqué pour avoir trop fait de mastectomie que pas assez », je n'en sais rien. Peut-être le régleront-ils par la procédure. Mais il est intéressant de savoir que le modèle qu'on aurait tendance à préconiser est un modèle d'information complète et entière, jusqu'à dire à des familles « nous ne savons pas exactement ce que signifie ce variant, peut-être le saurons-nous dans un an ». Alors, il y a effectivement un modèle français, il n'est pas que français d'ailleurs, mais qui est en tension, c'est
celui qui est fondé sur quelques éléments qui paraissent importants dans la conception des tests génétiques, et je dirais quelques-uns des principes qui, je crois, jusqu'à présent, nous guident en clinique et ont été formidablement accompagnés par le législateur, avec des mots choisis, parfois élusifs, qui permettent de dire qu'il n'y a pas la liste des maladies qui seraient éligibles à, mais que ça va être le dialogue clinique, le dialogue singulier, transgressé parfois en génétique, puisqu'on c'est pas deux personnes, c'est une famille et un groupe de généticiens qui le fixent. Le premier élément, c'est l'utilité clinique, le bénéfice clinique. Ne pas perdre de vue qu'il faut que ces tests puissent servir. C'est très important. Il y a eu une génétique récréative où on envoie 23andMe pour $400 et on reçoit des résultats parfois fantasques, mais parfois quand même graves, parce qu'on vous dit que vous êtes porteur de mucoviscidose. Et les gens reviennent nous voir en consultation avec 300 pages de résultats ininterprétables. C'est la vie quotidienne. En disant, mais docteur, on aurait bien dû vous voir avant, mais qu'est-ce que ça veut dire? Utilité clinique et le bénéfice. Deuxièmement, ça a été très bien dit par Odile et Delphine, l'information. Mais l'information a un temps, c'est plus de l'accompagnement qu'il faut faire. C'est plus sur le temps, parce que parfois le coup de marteau arrive avec le test de génétique, le diagnostic, les gens sont pétrifiés. Au fond, rien n'a été compris à ce moment-là. Cet accompagnement est coûteux, il demande du temps, il demande que des professions partenaires de la génétique s'y intéressent. Je pense à des psychologues, des psychiatres. Le troisième élément, c'est quand même, pardonnez-moi, mais c'est quand même de ne pas se tromper et aussi en même temps dire « je ne sais pas », notamment pour ces variants à grande incertitude. Incertitude et risque sont les deux partenaires de la vie courante de la génétique, mais on doit pouvoir le dire aux gens. Il faut au moins avoir cette occasion de leur dire les choses. Et puis, je crois que c'est important de considérer que la génétique, c'est le quatrième élément, c'est quand même, ça reste des données sensibles. Et ces données sensibles s'exercent, ça a été très bien dit, dans le domaine du diagnostic. Elles sont alors très proches de la démarche courante de la médecine. Qu'est-ce qu'a ce patient? La génétique va m'y aider. Elle passe à la famille. On est dans la prédisposition, la susceptibilité, mais avec une bonne raison parce qu'il y a quelqu'un de la famille qui, information à la parentèle. Et là aussi, il y a des éléments de loi de 2011 qui étaient très très importantes dans la terminologie de la loi de 2013 pour évoquer la question du conseil génétique. Et puis elle s'adresse enfin à la population générale. Et je voudrais terminer dessus en disant que ce modèle qui est en tension a un petit peu, comme tout ce qui est en tension, des excès. Un excès peut-être de certains généticiens comme nous qui auraient tendance à dire mais il faut garder une maîtrise totale par le généticien de la prescription. C'est vrai que ce sera intenable. C'est intenable. Un excès opposé, vous avez quelques gourous, grands prêtres, je ne sais pas comment ça se dit, mais c'est réglé votre problème. Il n'y a plus besoin de génétique, il n'y a plus besoin de clinique, parce que vous aurez votre génome sur votre application et vous pourrez directement la donner à votre médecin traitant. Vraiment, c'est absolument pas arrogant ou désobligeant pour les médecins traitants de discipline ou de généralistes, mais c'est épouvantablement difficile. On ne sait pas quand on a des années de pratique. Donc je pense qu'il y a un milieu qui est peut-être pas juste, mais qui est une espèce d'affirmation de ce modèle en disant il faut que ça reste avec l'utilité clinique, l'information et l'accompagnement, la considération de données sensibles. Et on ne peut pas le faire qu'aux généticiens seuls. Et je pense que les nouveaux métiers dont il a été question, les conseillers en génétique, des bioinformaticiens cliniciens ou des spécialistes de discipline qui s'intéresseraient particulièrement à la génétique, et sous réserve qu'ils agissent en réseau, c'est-à-dire en coopération avec des experts dans des réunions pluridisciplinaires, ça c'est à mon avis la bonne façon de faire. C'est ce qu'on essaie de défendre, qu'on a essayé de défendre au président d'Avisan et de l'INSERM pour le montage de France Médecine Génomique 2025, c'est que les projets pilotes qui vont explorer les possibilités de le faire en France, soient assises sur la maîtrise de la prescription et la maîtrise de l'interprétation. Entre les deux, la production de séquences, je vais vous dire, c'est pas très grave. Si elle se fait, c'est mieux en France ou à Pékin. Mais s'il y a la maîtrise de la prescription et la maîtrise de l'interprétation. Et ça passe par un contact avec les patients. Je crois que je vais m'arrêter là. Oh là là, c'était trop. Merci beaucoup pour cette introduction. Catherine Deroche, la première à avoir demandé la parole. Merci, Monsieur le Président, et je voulais vraiment vous remercier tous les trois de nous avoir montré un peu ce qu'est la vie réelle des généticiens, et c'est très important. Vous avez soulevé beaucoup de questions. Je voulais préciser deux choses. Le premier, c'est qu'actuellement, la Commission des affaires sociales, par le biais de l'AMEX,
Nous travaillons avec Yves Daudigny et Véronique Guillotin sur un rapport sur l'accès précoce à l'innovation thérapeutique. Et vous l'avez dit, Dr Cohen, on le voit notamment dans ce que sont maintenant des essais précoces ou dans des thérapies ciblées. On est sur des essais précoces où dès la phase 1, on rentre dans de la thérapeutique. Et là, dans ce domaine-là, on aura des propositions à faire parce qu'on voit qu'il y a parfois un retard qui est pris par rapport aux procédures actuelles. Le second point, c'est le président Milon qui a déposé une proposition de loi, en effet, sur l'autorisation d'analyse génétique sur personnes décédées. Je pense que c'est un sujet qui viendra en juin, mais qui sera important. Vous avez évoqué beaucoup de sujets qui sont sur, en effet, de ce que la génétique actuelle ouvre comme porte, mais aussi comme problématique et comme à la fois sur des plans éthiques, mais aussi sur des plans économiques, dont il faudra bien tenir compte, sur des plans de formation et autres. J'aurais une question assez simple, c'est par rapport au texte actuel permettant, aux lois de bioéthique récentes, permettant en effet d'encadrer. Est-ce que dans les lois de bioéthique qui vont nous être proposées à l'automne et dont je souhaite personnellement qu'elles ne soient pas axées uniquement sur un débat médiatique autour de la GPA et de la PMA comme c'est parti, mais qu'on aborde beaucoup de sujets, hein, celui de l'anonymat du don, de gamètes et autres, et vraiment on puisse aller, puisqu'on a cette occasion, le président Milon l'a dit, de réviser ces textes, qu'on puisse aller en effet sur des sujets autres que ces sujets très médiatiques. Quelles sont, selon vous, les améliorations apportées ou qui pourraient lever des freins que vous avez actuellement, ou si les textes actuels vous conviennent? Merci, Madame Meunier. Merci, Monsieur le Président. Merci, Mesdames, Messieurs, pour toute cette forme, enfin, toutes ces informations que vous avez données. Il y a beaucoup, et donc il nous faudrait beaucoup de temps. Moi, je vais peut-être uniquement cibler ma demande au docteur Héron. Vous avez parlé donc de la prescription. Donc, est-ce que vous pouvez nous redire qui prescrit? Ensuite, donc, qui collecte les résultats? Vous avez parlé d'équipes pluridisciplinaires. Est-ce que vous pouvez nous en donner un peu plus à connaître? Et puis ensuite, les résultats, à qui est-ce qu'ils appartiennent et pour quel usage? Est-ce que vous pouvez développer cet aspect-là? Merci. Merci bien. Madame Grelet. Madame Grelet. Oui, je cherche mon micro. Merci. Donc, je voulais simplement situer ma question un petit peu en amont de tout ce que vous venez d'aborder, sachant que je ne suis pas du tout du milieu médical, mais la question que ça me posait par rapport notamment à ce que disait Madame Cohen à Gunauer, excusez-moi si je déforme votre nom. Vous préconisez donc des tests génétiques, donc à minima pour les familles concernées. La question que je me posais en amont de tout cela, c'était est-ce que ça veut dire que toutes les procédures de prévention qui existent déjà actuellement en matière de prévention de cancer, pour lesquelles il y a des préconisations qui sont faites après un certain âge, etc., et autres, donc qui ont été faites aussi vis-à-vis de connaissances pointues médicales, est-ce que ça veut dire que cette prévention n'est notoirement pas suffisante à vos yeux pour envisager déjà des choses beaucoup plus recherchés, en tout cas les fameux tests génétiques. Et puis, Madame Héron, on a tous connaissance dans nos entourages de maladies effectivement très graves, très invalidantes et notamment incurables, vous l'avez dit. J'ai eu connaissance, alors je ne sais plus le nom de la maladie, d'une famille, une transmission d'une maladie de mère en fille. On sait pertinemment que ces filles en décèdent. Pour autant, à ma connaissance, la maman a quand même fait le choix d'avoir des enfants, avec le risque que ça comportait. Je voulais savoir, dans l'état actuel des choses, un petit peu quelle est la législation là-dessus. Vous me parlez d'accompagnement. Est-ce que une fois que l'accompagnement est porté, que la famille a connaissance, qu'ils en connaissent les risques, est-ce que vous savez s'il y a véritablement un facteur un peu réductif finalement de cette prise de décision? Est-ce que ça a un effet sur le choix de ne pas faire, de ne pas se reproduire? Voilà, c'était un petit peu mes questions. Merci bien. Madame Procaccia demande la parole. Merci. Moi, je voudrais vous poser une question sur le diagnostic prénatal. Puisqu'un certain nombre de ces maladies, vous l'avez dit, sont des maladies héréditaires. Vous avez évoqué, Dr Héron, par exemple, la maladie de Huntington.
Monsieur Lyonnais a évoqué les nouvelles techniques d'intervention sur le génome, telles CRISPR. Est-ce que vous pensez qu'il faut introduire dans la loi la possibilité de faire des recherches sur ce type de maladie si les parents en sont atteints, sachant que, par exemple, sur Huntington, aux États-Unis, il y a plein de laboratoires, de tests, de start-up qui travaillent spécifiquement sur cette maladie et que peut-être la diagnostiquer en prénatal permettra dans 15 ans de la soigner. Et Madame Nicolo. Bon, merci à vous trois pour nous avoir un peu éclairés sur la génétique. Moi, la question sera courte. Aux États-Unis, la mastectomie est pratiquée régulièrement. Qu'en est-il exactement en France, tout simplement? Merci. Voilà, je vais vous laisser répondre en vous posant moi-même une question, mais qui n'est pas médicale. C'est PMA étendu et GPA sont-ils toujours des problèmes d'éthique médicale ou des problèmes de morale sociétale? Je vais répondre d'une part sur la question de qui prescrit les tests génétiques. Aujourd'hui, il faut distinguer deux situations. La situation où le patient est malade et la situation du diagnostic présymptomatique. Pour la situation où le patient est malade, n'importe quel médecin peut prescrire un test génétique. Ce qui est écrit dans la loi, c'est que le résultat doit être rendu par le prescripteur. Ce qui sous-entend, normalement, malheureusement, ce n'est pas toujours le cas, que le prescripteur est capable d'analyser le résultat et de l'expliquer. Alors ça, c'est un point qui est très important parce qu'aujourd'hui, avec le séquençage haut débit, on s'aperçoit que les prescripteurs qui se lancent dans ce type dans ce type d'examen et qui ne sont pas forcément très au fait, nous appellent paniqués quand ils ont les résultats en disant « qu'est-ce que je dis ?» Quand il y a un variant de signification inconnu en particulier. Et si ça n'a pas été expliqué préalablement au test génétique, pour les parents, c'est absolument... je dis pour les parents parce que je suis pédiatre, mais enfin pour les patients aussi, c'est absolument insupportable. Imaginez, vous faites un test génétique pour le diagnostic d'une déficience intellectuelle, et vous revoyez le médecin qui vous dit écoutez, on n'a pas trouvé la cause, mais ce qu'on a trouvé, c'est que votre petite fille, elle a une mutation dans le gène BRCA1 et qu'elle risque d'avoir un cancer du sein et que d'ailleurs, probablement, c'est hérité par l'un de vous. Donc, si c'est la maman, elle risque d'avoir un cancer du sein et puis ça vient peut-être de sa mère et puis ses sœurs, etc. Donc, vous voyez, si les choses n'ont pas été préalablement expliquées au couple ce qu'on pouvait attendre de l'examen, enfin au couple ou au patient, ce qu'on pouvait attendre de l'examen, on risque d'arriver à des catastrophes. Pour le diagnostic présymptomatique, c'est-à-dire des personnes, qui ne sont pas des patients, qui appartiennent à des familles de maladies connues, mais qui ne sont pas malades, la loi est très claire, et c'est là où je disais que le texte était très peu, malheureusement, pas très, toujours respecté, c'est on ne peut faire le test génétique que dans une équipe pluridisciplinaire, comportant un généticien au moins, déclaré à la HAS. Donc, malheureusement, beaucoup de spécialistes ignorent cette loi et font des tests chez les personnes non malades de façon excessive. Et alors, pour le mineur, il est bien écrit, le mineur non malade, dans les familles, il est bien écrit que ce test ne peut être fait que s'il y a un bénéfice pour lui, immédiat pour lui ou pour sa famille. Donc, vous voyez déjà deux types de prescriptions qui sont différents. Alors, je rebondis, tant que j'ai la parole, puis je laisserai Stanislas et Odile répondre sur la suite, mais je rebondis sur la question de la loi, parce que on a vu que, en tout cas en ce qui concernait les familles ou les patients malades, la loi encadre déjà bien les tests génétiques. Moi, il me semble qu'à la lumière des nouvelles technologies, il serait important d'écrire que la personne qui prescrit non seulement doit être capable de rendre le résultat et donc de le comprendre, mais également appartenir à une équipe pluridisciplinaire, un petit peu comme ce qu'il y a dans le diagnostic présymptomatique, appartenir à une équipe pluridisciplinaire dans laquelle il y a forcément une équipe de génétique et que les résultats doivent être discutés en concertation pluridisciplinaire.
de façon quasi systématique. Stanislas dira s'il est d'accord avec ça, mais ça me paraît une manière quand même de bien border les choses. Et pour ce qui concerne le diagnostic présymptomatique, moi, il me semble que ce serait bien qu'il puisse y avoir un peu plus j'allais dire de contrôle, c'est pas tellement le mot, mais que finalement le test présymptomatique, puisque les équipes pluridisciplinaires doivent être déclarées, ben que le laboratoire s'assure que le prescripteur appartient bien à une équipe pluridisciplinaire. Parce qu'aujourd'hui, le laboratoire, il est très embêté. Il dit, ben, on m'a demandé ça. Il est embêté entre son devoir de rendre un résultat et le fait que peut-être on n'est pas dans le cadre de la loi. Peut-être que ce serait bien de le cadrer un peu plus. Je ne peux que souscrire à ce qu'a dit Delphine sur un élément qui pourrait peut-être, alors je n'ai absolument aucune compétence sur la forme de son apparition dans les textes, c'est la prise en compte de ces données en grand nombre qui impose peut-être pas la prescription par un généticien, mais la prescription par un groupe, une équipe, un réseau de personnes qui sont labellisées d'une part, et il y a suffisamment de labels dans le domaine du cancer. La leçon a été donnée par l'oncogénétique, bien avant la génétique constitutionnelle, ou dans le domaine des maladies rares maintenant sur les réseaux maladies rares et les filières du plan maladies rares, pour dire oui, j'appartiens bien, j'exerce dans le cadre d'un groupe qui est capable collectivement d'avoir la masse critique pour donner un résultat. Et c'est d'ailleurs un confort individuel du médecin de pouvoir dire je me suis appuyé sur des collègues, vous savez, on ne sait pas. Mais si on est tout seul à ne pas savoir, c'est un peu ennuyeux. Si on est 18 à avoir expertisé un dossier, les gens comprennent parfaitement ça. Un deuxième point dans le texte, je ne sais pas si les textes que vous allez mettre à votre place, mais la notion de préconceptionnel. Pas de préconceptionnel dans une famille où il y a déjà eu un antécédent de mucoviscidose et je vais tester la tante et le cousin. Mais le préconceptionnel de principe. Il me semble qu'il y a une position qui est un petit peu difficile à tenir en clinique maintenant, c'est de voir des couples jeunes qui disent « moi franchement, je sais que la mucoviscidose c'est la maladie ou la drépanocytose pour nos territoires d'outre-mer, les maladies génétiques les plus fréquentes, j'aimerais vraiment pas faire l'expérience du premier cas, est-ce qu'on peut me tester moi et mon épouse pour savoir si j'ai un risque ou pas du tout d'avoir un enfant ?» Délicat, j'ai l'impression qu'il faudrait quand même faire un mouvement positif dans ce sens, en n'interdisant pas ça, d'une part, et sans y inciter. La limite, c'est le systématisme. Le systématisme est presque un peu eugénique en disant nous allons dépister tous les couples. Ça, je crois que ce serait pas du tout dans notre état d'esprit européen, je vais dire, mais en tout cas d'ouvrir cette perspective de test préconceptionnel. Alors, faut-il une liste? Ça c'est quelque chose qui peut s'élaborer. Encore une fois, le législateur n'avait pas donné de liste de maladies pour le diagnostic prénatal. Je crois qu'on peut s'en tenir à cette espèce de vague idée, et c'est tout à fait possible d'imaginer un panel de gènes qui pourrait être testé en préconceptionnel. La question des tests post-mortem sera abordée, je vais passer. Et puis, il y a une question qui est délicate, je trouve, mais j'ai vraiment juste... C'est, faut-il persister dans une... c'est la question des tests directement prescrits aux laboratoires de génétique commerciaux. La position, je crois, du droit français, c'est de dire qu'on ne fait des tests de génétique que dans le contexte judiciaire ou dans le contexte médical ou de recherche, et qu'on exclut la prescription. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qu'il faut réaffirmer. C'est à mon tour de vous poser une question. Pardon, Odile. Je vais reprendre quelques points, peut-être en graduation, en commun avec mes collègues qui ont remarquablement bien répondu, et pour arriver de plus en plus spécifiquement vers l'oncogénétique et les essais cliniques de phase précoce. Tout d'abord, je pense qu'il est très important aujourd'hui de se positionner en génétique face à l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va relever de quelque chose qui est robotisable et qu'est-ce qui n'est pas robotisable. Donc, lorsque nous vous présentons tous d'une seule voix l'intérêt des concertations pluridisciplinaires, l'intérêt de nos équipes, où chacun des spécialistes parle avec son bagage sur des domaines qui sont extrêmement évolutifs et où finalement capter la connaissance en devenir est quelque chose d'extrêmement difficile, le partage de ces connaissances, leur confrontation est indispensable. Comment mettre ça en regard de l'utilité évidente de l'intelligence artificielle et de faire en sorte que l'humain dans la médecine reste
quand même la finalité et au contrôle des manettes, je crois que ça, c'est vraiment quelque chose dont il faut se saisir, mais en profondeur. Dans la minute qui me reste, je vais pas pouvoir relever ce défi. Et je vous prie de m'en excuser. Mais enfin, tout de même, la question aujourd'hui de la bioinformatique dans les résultats que nous interprétons est absolument singulière. Je vous donne un exemple parce qu'il faut de temps en temps entrer dans le détail. Au mois d'août, on m'a confié sur un jet de 25 résultats, 5 mutations d'un gène exceptionnel. J'ai fait moi-même une publication et d'ailleurs en préparation, un inventaire de toutes les mutations qui ont été détectées chez toutes les femmes dans le monde entier, publiées sur le cancer du sein. Il y en avait 10 sur 120 000. Et moi, on m'en rend 5. Réunion de concertation pluridisciplinaire, je dis c'est juste pas possible. La bioinformatique, ce jour-là, a pris l'air du temps, ils sont plantés. Donc on a fait systématiquement des contrôles chez ces patients dans le laboratoire national de référence pour ces gènes. Pas une de ces mutations n'a tenu. Ça veut dire que la machine nous avait généré 5 résultats artefactuels. Oui. Donc, mes collègues, je vous donne une situation pratique parce que c'est ça qui nous arrive. Et donc, si on laisse la machine décider et rendre le résultat, voilà ce qui va arriver. Donc, il n'en est pas question une seconde. Vous nous interpellez sur CRISPR-Cas9, madame. On perd la tête sur cette discussion actuelle. Alors, moi, j'ai fondé il y a 25 ans la première société thérapie génique au monde, l'européenne, qui a aujourd'hui 25 ans et demi. Et nous avons, avec la Commission européenne, travaillé énormément sur les questions d'éthique de la thérapie génique, de la modification des gènes, sur l'interdiction d'intervenir sur la lignée germinale. S'il devait y avoir un intérêt conceptuel, médical, à intervenir sur la lignée germinale en prénatal, ça reste de l'ordre de la totale exception. Alors, on peut en discuter si vous voulez, je vous donnerai mes coordonnées, on en reparlera. Mais ce n'est pas, et je l'ai dit d'ailleurs à un collègue extrêmement important qui nous a fait la keynote aux Assises de Nantes, ce n'est pas parce que technologiquement les choses progressent que l'éthique, elle, doit s'en emparer. L'éthique est dynamique, certes, mais nous ne devons pas rêver à des choses qui n'ont pas de sens juste parce que ça devient technologiquement possible. C'est une tension éthique majeure et c'est le rôle de l'humain et c'est le rôle du médecin de décider à quel moment ça a un sens avec la société et ça n'en a pas. Donc il n'y aura pas d'intervention génétique sur la lignée germinale sans diagnostic préalable. Alors, s'il n'y a pas de diagnostic préalable, ça veut dire qu'il y a une fécondation in vitro, ça veut dire qu'il y a prélèvement des œufs sur l'embryon, ça veut dire qu'on peut sélectionner l'œuf qui n'a pas de mutation versus celui qui en a une. Pourquoi je vais aller corriger une mutation alors que ma collègue sait faire le diagnostic prénatal et préimplantatoire? Donc, il faut réfléchir aux cas extrêmement limités pour lesquels ça peut avoir un sens. Aujourd'hui encore, CRISPR-Cas9, ça laisse une empreinte. Nous n'avons pas de certitude quant au fait qu'on puisse avoir un ciseau génétique si précis qu'il n'y ait aucune conséquence ultérieure. Il faut faire extrêmement attention. Donc, je crois que c'est très important, moi qui ai un credo pour la recherche et un engagement personnel majeur dans ce domaine, je crois qu'il faut faire la différence entre la recherche, l'acquisition des connaissances, comme le dit René Friedman, prendre de l'expérience, ce qui est acquis, et ensuite voir si tout ça a un sens et si on est capable de faire quelque chose qui a du sens et qui ne va pas créer plus de problèmes que d'en résoudre. Enfin, Alors, on a posé la question des préconisations de surveillance chez les personnes à risque génétique par rapport à la population générale. Oui, madame, il n'y a rien à voir entre madame tout le monde, monsieur tout le monde et sa prostate et un monsieur qui est porteur d'une mutation du gène BRCA2 et son risque de cancer de prostate qui est 14 fois plus agressif qu'un cancer de prostate en population générale et où les PSA ne sont pas augmentés.
Donc c'est comme si on prenait un test à l'aveugle, qui est le test PSA en population générale, après 50 ans, et qu'on imposait ça à un âge inopportun et avec une sagacité qui est nulle. Donc effectivement, nous avons à adapter nos pratiques médicales, mais comme le disait Stanislas, la France est remarquablement bien dotée. À cet égard, nous avons l'Institut national du cancer, la Haute Autorité de santé, et ces organismes ont travaillé avec des référentiels qui sont formidables et nous confortent et nous permettent de limiter le niveau d'incertitude dans lequel nous pouvons laisser nos patients en leur donnant confiance dans ce qu'on peut leur conseiller avec une marge de manœuvre raisonnable. Ensuite, au niveau des essais précoces, j'ai besoin de 2 minutes. Vous me les donnez? Alors, nous avons nos collègues oncologues qui sont merveilleux. Ils vivent dans le cancer, ils pensent cancer, ils dorment cancer. Ils sont obligés de donner des diagnostics insupportables. Ce sont des êtres merveilleux. Je les respecte, je les adore, je les aide, je les accompagne. Mais eux, ils veulent traiter et à tout prix. Or, lorsque nous avons maintenant des médicaments dont la prescription est conditionnée par un résultat de test génétique, vous l'aurez compris, nous l'avons tous dit, cette précipitation n'a rien à voir avec les précautions d'information, d'incertitude, de difficulté à porter l'avenir de la famille. Partager cette information qui est devenue obligatoire au titre du décret de la loi de juin 2013. Ils ont le devoir, s'ils subissent un test génétique, de le donner. Alors, qu'est-ce qu'ils font les oncologues? Maintenant, ils testent les tumeurs. Alors, sur les tumeurs, ils trouvent des anomalies génétiques que l'on retrouve ensuite au niveau germinal et en avant. Donc, la précipitation est un problème. Comment faire? Je crois qu'il faut vraiment réfléchir. Moi, je suis vraiment intéressée à votre questionnement, madame. C'est du quotidien pour nous. Ce que je peux vous dire et témoigner pour finir, avant de pouvoir discuter en détail, si vous le souhaitez, je suis à votre disposition. Ça veut dire que pour les patients, c'est intolérable. Recevoir en même temps, dans le même mois, un diagnostic de cancer avancé, tant et si bien qu'il y aura besoin de thérapie complémentaire, et se voir diagnostiquer des mutations pour lesquelles il va falloir donner des informations aux frères et sœurs, aux enfants, aux neveux et nièces, c'est insupportable. Donc, nous, on prend beaucoup sur nous. Les psychologues, comme tu l'as dit, sont des accompagnateurs indispensables dans notre exercice quotidien. Mais on prend cher, on prend lourd. Et il faut savoir qu'est-ce qui est un... Non mais, oui. Donc, il faut savoir qu'est-ce qui est un intérêt immédiat et comment le canaliser. Ma réponse, dans une première approximation, c'est de dire... Comme l'a dit Delphine Héron, c'est de rester quand même dans un cadre de prescription où on est multidisciplinaire, on va discuter ça ensemble, on va mesurer les conséquences et on va, tant que faire se peut, moi j'envoie ma conseillère en génétique donner des informations neutres aux patientes. C'est-à-dire quand elles sont éventuellement pour leur oncologue candidates à un traitement, avant même que le traitement soit prescrit, avant même le test génétique, on leur donne, comme je vous l'ai donné aujourd'hui dans ce dossier, une information brute comme si ça ne les concernait pas. Et une fois qu'on doit attaquer le vif du sujet, ils ont au moins une information minimale qui leur a été transmise. J'espère avoir répondu à l'ensemble des questions, Monsieur Milon. Je pense, oui. Madame Rossignol souhaitait poser une toute petite question, rapide. Je crains que la question soit rapide, mais que la réponse soit plus complexe. Ma question était la suivante. Vous avez à plusieurs reprises évoqué le fait que les tests génétiques devaient obéir à un bénéfice clinique. Comment vous définiriez le bénéfice clinique? Parce que c'est une notion qui, est, là encore, n'est pas totalement fixe et permanente. Pardon. Vas-y. Très rapidement, mais vous allez détailler. Il y a un bénéfice diagnostique tout d'abord, de savoir de quoi, quel est le mal. C'est quand même essentiellement aujourd'hui le corps de métier de la génétique devant des troubles aussi communs qu'un trouble autistique, une déficience intellectuelle, une maladie neurodégénérative, un certain type de cancer. Quel est le mécanisme, bénéfice diagnostique? Il y a le bénéfice en termes de conseil génétique, l'information à la famille, à la parentèle, au couple. Il y a un bénéfice thérapeutique. Parfois, il dépend des champs de la génétique. Il est aujourd'hui assez performant. Commence à être performant en cancérologie, beaucoup moins dans les maladies constitutionnelles.
Voilà les trois domaines. Et Delphine, je te laisse. Et alors, on l'a appris aussi dans le diagnostic présymptomatique, par exemple dans la maladie de Huntington, où on peut se dire qu'il n'y a aucun bénéfice médical. Mais imaginez, vous faites partie d'une famille de maladie de Huntington, vous êtes à risque. La question se pose à vous de faire ou de ne pas faire le test pour savoir si vous allez avoir la maladie ou pas. Et l'accompagnement, alors là, ça prend du temps, hein, mais l'accompagnement de ces patients avec le généticien, le psychologue, les personnes qui connaissent la maladie, c'est d'essayer effectivement de faire un choix pour qu'il y ait un bénéfice pour la personne de faire ou de ne pas faire, y compris si elle est reconnue porteuse de l'anomalie génétique. C'est-à-dire que le bénéfice, il peut être effectivement médical, comme l'a dit Stan, avec ces 3 aspects, mais il peut être également psychologique. Mais tout ça, ça passe par un accompagnement qui permet d'aller au bout du questionnement des personnes. Il n'est pas facile à évaluer quelquefois, mais pour ça que ça nécessite du temps. Je vais juste terminer. Pour vous donner un exemple très simple, dans les familles avec mutation des gènes BRCA1 et BRCA2, en gros d'Angelina Jolie, il n'y a aucun sens à faire un test génétique présymptomatique avant l'âge de la majorité civile, puisque on connaît très très bien la maladie et qu'il n'y a pas de risque de cancer avant la majorité civile. On va même jusqu'à préconiser plutôt un test vers l'âge de 21-22 ans, notamment chez les femmes, à un âge où elles sont mieux en mesure qu'une femme de 18 ans de supporter le diagnostic de mutation. Il n'y a pas de risque de cancer du sein, il n'y a pas de risque de cancer de l'ovaire, il n'y a pas de raison de faire le test. C'est aussi simple que ça. Et pour répondre sur les mastectomies, depuis Angelina Jolie, nous avons les pratiques des chirurgiens plasticiens qui se sont entièrement modifiées. Ça a été vraiment un cadeau qu'elle a fait à la communauté internationale et à toutes les femmes atteintes, puisqu'avant on leur faisait des chirurgies radicales alors qu'elles n'avaient même pas de cancer, et maintenant on leur fait des mastectomies sous-cutanées et elles sont très belles après. Voilà, merci. Bien, on va remercier donc le docteur Héron, le docteur Cohen et le professeur Lyonnais, je ne me trompe pas cette fois-ci, en leur disant que de ce qu'on sait, le projet de loi devrait arriver au Sénat probablement en automne. Sachant qu'en automne, le calendrier parlementaire est particulièrement chargé, puisqu'on a la loi de financement de la sécurité sociale, la loi de finances. Moi, je pense que nous pourrons travailler sur le sujet probablement plutôt au début de l'année prochaine. Et évidemment, là, je m'adresse directement au commissaire, aux membres de la commission des affaires sociales. Il est évident que j'aurai beaucoup de plaisir à vous auditionner à nouveau, mais dans le cadre de la commission cette fois-ci. En tout cas, merci pour l'ensemble de ces informations. C'était particulièrement passionnant. Et je dois dire aussi aux collègues, à l'ensemble des collègues, que la prochaine rencontre aura lieu le 16 mai. Elle concernera les cellules souches et les embryons. Bon appétit et bonne journée à vous. Voilà pour cette table ronde consacrée à la génétique. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez voir ou revoir les matins du Sénat en replay sur publicsénat.fr. Très bonne suite des programmes sur les chaînes parlementaires.